Bonjour à tous, bienvenue. Alors on va partir ce matin pour un voyage au Chili, autour des cépages País surtout et Carignan aussi un petit peu. Donc on va s'intéresser à ce qu'on appelle la viticulture patrimoniale, qui est en pleine ébullition en ce moment au Chili et qui cohabite avec une viticulture d'export qu'on connaît mieux, de grand volume. Je remercie beaucoup ProChile d'avoir organisé cette masterclass. Je vais laisser Marcela Godoy dire un petit mot sur ProChile et puis après on a un large programme avec un vin surprise par lequel on va commencer et puis ensuite 4 autres vins. On va s'intéresser au patrimoine chilien aussi par son extraordinaire patrimoine de vieilles vignes et je vais vous expliquer pourquoi elles sont là, comment le pays s'est arrivé et puis surtout on va déguster, je ne sais pas si vous connaissez tous ce cépage qui est plutôt méconnu dans le reste du monde mais qui a un caractère vraiment intéressant. Je vais vous inviter à mettre vos casques aussi parce qu'en fait le retour, vous n'entendrez pas forcément ma voix quand vous êtes loin. Le canal numéro 1 c'est en français, le canal numéro 2 est en anglais, ça vous permettra d'avoir un meilleur son puisque pour des raisons d'insonorisation, ils n'ont pas fait de retour à part sur scène, donc moi je m'entends mais vous pas forcément. Et voilà, Marcela, tu nous dis un petit mot? Bien sûr. Bonjour et merci à tous d'être présents, d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes ravis de pouvoir vous présenter en collaboration avec Gabriel cette masterclass qui nous tient vraiment à cœur. L'année dernière, nous avons eu la possibilité de réaliser une masterclass aussi avec Gabriel autour de la Carmenère. Et cette année, nous avons préféré vous surprendre justement avec ces vins un peu plus particuliers qui sont issus de vignes centenaires. Certains sont issus de vignes qui sont anciennes de 130 ans. Je pense que vous connaissez le Chili, je ne vais pas forcément m'étendre dessus, mais bon, on fait partie du top 10 des pays producteurs et exportateurs de vin. Donc nous travaillons pour ProChile France. C'est le bureau de promotion des produits et des services chiliens sur le marché français. Nous appartenons au ministère des Affaires étrangères et nous avons un réseau de plus de 50 bureaux commerciaux dans le monde entier. Donc nous restons à votre disposition si vous avez besoin d'informations concernant des vins ou simplement des informations concernant le Chili. Je vous souhaite une très très bonne dégustation et merci beaucoup. Gabriel, merci. Merci à toi. Merci, donc bonjour à tous. Donc en fait, on connaît bien le Chili à l'export en Europe par les acteurs qui font des gros volumes. Il y a de très gros acteurs au Chili. Quand on regarde Concha y Toro, c'est 9000 hectares. 9000 hectares en propre et ils vont acheter le double. Ensuite, à des petits viticulteurs. Il y a beaucoup de négoces en fait au Chili. Je vais vous reparler de comment ça se structure entre les petits et les grands acteurs aussi au niveau des prix et des prix d'achat des raisins. C'est hyper intéressant. Donc j'ai eu la chance, comme l'a mentionné Marcela, d'aller découvrir le pays avec lequel je travaille depuis quelques années en juillet dernier. Et j'ai été fascinée par ce bouillonnement en fait qui consiste à réimplanter sur place une viticulture artisanale qui était finalement un peu oubliée. Je vais vous expliquer pourquoi et comment elle a été oubliée, cette viticulture artisanale qui pourtant est assez ancienne, comment elle s'est un petit peu perdue et comment elle se réintroduit. Alors bien évidemment on a ces deux types de viticulture, l'une plus industrielle orientée vers l'export qui est virtueuse aussi, hein. Je ne dis pas que l'une est mauvaise et que l'autre est bonne, mais en tout cas mon voyage était particulièrement articulé autour de ce vin patrimonial. Alors c'est un mot qu'on n'utilise pas trop en Europe, vin patrimonial. On va se dire que tous les vins sont patrimoniaux potentiellement, mais là-bas ça prend une définition qui est particulière et que je vais décrire. Et puis on goûtera des vins dont les vignes ont entre 100 et potentiellement 300 ans, parce que c'est difficile d'estimer l'âge des vignes. Finalement, c'est une plante qui est difficile, c'est difficile de deviner son âge. Donc, on va les traces les plus anciennes qu'on a écrites de vignes chiliennes anciennes, c'est à peu près 210 ans. Maintenant, selon les viticulteurs, certaines vignes sont beaucoup plus âgées. Il faut savoir qu'elles sont francs de pied aussi, donc elles ont une meilleure survie. On dit que les vignes francs de pied peuvent presque vivre un millénaire.
versus des vignes greffées qui vont plutôt être un petit peu au-delà de 100 ans. Donc ça fait une grosse différence, ils n'arrivent pas à l'estimer. On peut l'estimer notamment en observant l'âge d'autres essences qui sont plus faciles à voir, comme les oliviers, en observant aussi les arbres par rapport à quand ils sont arrivés dans le pays, etc. On va commencer par s'intéresser au Chili par son terroir. C'est un pays qui est incroyable par sa forme, une longue bande de 4300 mètres de long et de seulement 180 km de large. C'est le pays le plus étroit au monde, c'est le second pays le plus long au monde. Et puis c'est un pays qui est montagneux à 80%. Alors moi quand je suis arrivée, il y avait beaucoup de brume. Ça, c'est la photo que j'ai prise le lendemain matin en arrivant à Santiago du Chili. Et quand je suis arrivée, il y avait beaucoup de brume. C'était complètement voilé. Et je me suis dit, mais où sont les Andes dont on me parle depuis si souvent? Et c'est vrai qu'après, une fois que ça s'est clarifié le lendemain matin, elles vous quittent jamais ces montagnes, d'autant qu'il y a deux chaînes. Il y a la chaîne des Andes. Je vais vous réexpliquer qu'est-ce qui se passe au niveau du terroir, etc. Et il y a la chaîne de montagnes costales aussi, qui m'avait échappé avant d'aller sur place. Mais en fait, on a cette impression assez perturbante au Chili que les montagnes vous entourent partout, vous regardent partout. Et en fait, les vallées, c'est ça, c'est qu'on circule entre les montagnes dans ce paysage qui en est couvert à 80%. Donc, moi, j'ai fait à peu près 600 km, 650 km, puisque je suis arrivée à Santiago. Je suis remontée vers la vallée de Casablanca, Valparaiso, et ensuite, je suis descendue jusqu'à Itata. J'aime bien cette légende qui dit que quand Dieu avait presque terminé de créer le monde, il lui restait un peu sous la main des bouts de glaciers, de montagnes, de déserts, de rivières, de lacs, et qu'il a tout mis dans le Chili. C'est vrai que c'est encadré de protection naturelle, ce qui en fait une véritable île agricole qui est préservée du phylloxéra. Alors certaines personnes vont dire aussi que le phylloxéra n'est jamais arrivé au Chili parce qu'il y a eu la construction du canal de Panama et que les gens n'y allaient plus, etc. Il y a plusieurs explications, on ne sait pas vraiment. C'est aussi lié au fait qu'il soit très protégé. Donc au nord, le désert d'Atacama. À l'ouest, bien sûr, l'océan Pacifique et ses anticyclones rafraîchissants qui font que ça peut être assez brumeux dans ces zones costales le matin. À l'est, les Andes, plus grande cordillère au monde. Et au sud, bien sûr, les glaciers de Patagonie dont remontent les courants frais Humboldt. Donc on a une classification au Chili par vallée et on comprend bien quand on est sur place que c'est ces vallées. En fait, c'est tout ce qui va entrecroiser ces différentes chaînes de montagnes. Et ça va avoir un impact sur les sols. Donc on a un système de dénomination d'origine qui date de 1994 au Chili, où vous avez 6 régions, 17 vallées, 8 sous-vallées. Bon, c'est facile de se mélanger un petit peu parce que souvent vous vous dites, alors attendez, là c'est la région, ensuite c'est la vallée, ensuite la sous-vallée, mais quelle sous-vallée? Donc je vais vous clarifier un petit peu où on va être tout au long. Et à cette division nord-sud, on a une autre division d'est en ouest qui va vous indiquer si vous êtes plus proche de la mer, si vous êtes plus proche de la cordillère ou si vous êtes entre cordillères. Et ça, en fait, ça va être déterminant. Donc on l'a là sur la carte. En bleu, ça va être les côtes. En vert, c'est entre cordillères et en orange, c'est la région des Andes. Et ça va avoir un impact sur le type de terroir, sur le type de sol. Donc la côte, c'est la zone qui est plantée en premier, donc au XVIe siècle, je vais y revenir dans un instant, par les colons espagnols. Et c'est un sol de granit. C'est un sol granitique, le Chili est très granitique. Granit, volcanique, granitique, volcanique, mais pas calcaire. Il y a très très peu de calcaire au Chili sur une étude où en fait ils ont creusé 15 000 puits d'analyse des sols. Il y en a que 30 qui ont révélé des traces de calcaire. Donc déjà granit volcanique. Donc quand on est sur la côte, on est sur des sols très granitiques. Quand on est du côté des Andes, effectivement, qui insularise un petit peu finalement le Chili, au-delà des autres protections, des autres barrières naturelles que je viens de mentionner, on est sur des sols plutôt volcaniques. Il faut voir qu'il y a 2900 volcans dans les Andes, dont 80 qui sont encore en activité et 3 qui crachent du feu quand même assez régulièrement. J'ai terminé mon voyage auprès du volcan Chillán, qui parfois peut être un petit peu caractériel et jeter des petites projections. J'étais pas très rassurée. Hein. C'est un pays qui est un mélange de tout plein de chocs géologiques qui le rend intéressant aussi. Et on a l'entrecordillère, là bien évidemment, c'est des sols dégradés de sédiments issus des formations granitiques et volcaniques.
Donc voilà, donc un capital naturel qui est hyper intéressant au Chili, même si on me demandait, c'est plutôt le capital humain que je mettrais en premier comme atout du Chili, plus encore que le capital naturel qui est extraordinaire. Voici un autre plan qui nous montre un peu. Nous, aujourd'hui, on va aller le plus au nord où on ira dans la dégustation, ce sera Colchagua. On va être beaucoup à Maole et à Itata qui sont les berceaux du país, et sur 5 vins on va goûter 4 país parce que voilà, c'est une expression que j'avais envie particulièrement de vous faire découvrir. C'était pas le thème qu'on avait décidé il y a un an, il y a quelques mois quand on m'a invité au Chili. C'était pas le thème qui avait été retenu, mais je suis très contente que ce soit le país. On a eu du mal, vous voyez, c'est des micro-vignobles, ça a été compliqué d'avoir les échantillons, donc merci encore à Javiera et Marcela pour leur travail à ProChili de justement collecte de ces échantillons. Voilà un autre plan qui montre un petit peu comment les vents vont rafraîchir un peu le vignoble, même si, alors contrairement à certaines idées reçues, c'est pas le Mexique, hein. Il fait froid au Chili. Moi en juillet, j'ai fini sous la neige, j'ai eu extrêmement froid. Donc voilà, j'aimerais le découvrir un jour sous le soleil aussi de l'hiver. Donc un peu d'histoire qui va être vraiment charnière pour la compréhension de comment le pays arrive au Chili, comment une viticulture moderne émerge, pourquoi une viticulture traditionnelle est mise un petit peu sous le tapis. Et donc en fait, ça commence, l'histoire du pays avec le vin remonte au XVIe siècle, l'arrivée des conquistadors, les colons espagnols. Et en fait, les premiers raisins vont être plantés, ils sont destinés au vin de messe, et le país est le cépage choisi pour évangéliser les peuples du Nouveau Monde au Chili, mais pas seulement. Donc, notamment, ils commencent à le planter sur la région costale de Itata et Baio. Donc, c'est un cépage ibérique ancien. La première nomination qui est faite du pays, c'est en 1513. Et c'est un cépage qui est originaire de Castilla-La Mancha et qui va arriver dans différents pays sous des noms différents. Alors, au Chili, on l'appelle pays. Au Mexique, il est sous le nom de Mission, en Argentine de Criolla, aux îles Canaries, on l'a confondu pendant longtemps avec du muscat noir. Et puis en Californie aussi, il est implanté. La variété d'ailleurs en Californie va être dominante jusqu'au 19e siècle et l'implantation de cépages plus internationaux. Au début du 19e siècle, étape importante pour le pays, une junte est constituée pour demander l'indépendance du Chili. Elle s'entame en 1810, elle est conclue en 1818, et ça a pour conséquence de nouvelles vagues migratoires, d'autant que après, c'est le phylloxéra qui va envahir l'Europe. Donc il y a pas mal de viticulteurs européens aussi qui vont venir dans les pays d'Amérique latine pour faire de la viticulture qu'ils ne peuvent plus faire en Europe. Cette fracture et cette demande d'indépendance va mené au rejet de l'Espagne, dans une certaine mesure, qui se fait en faveur de la France. Donc on appelle ça a un nom, hein, ce phénomène, c'est le paradigme français. Il y a une espèce de fascination, notamment d'aristocratie chilienne, qui est celle de l'industrie minière, pour la France, pour la culture. Et ça va entraîner... Et ça, c'est hyper important dans pourquoi en fait les cépages qui étaient là depuis longtemps ont été ignorés. Ça va encourager la mise en place d'un plan d'importation, comme dans d'autres pays d'Amérique latine, à partir de 1830. Et le développement de la viticulture, c'est un peu les prémices du développement de la viticulture chilienne moderne, avec tout un tas de cépages qui arrivent. Et qui vont être dominants qui sont dominants aujourd'hui dans la viticulture. C'est à ce moment-là aussi que les domaines historiques chiliens, ce qu'on appelle les Big Four, les mastodontes, hein, qui sont éloignés de ce à quoi on va s'intéresser aujourd'hui, qui est une sorte de micro-viticulture, vont s'installer à cette époque-là. Donc Concha y Toro, 9000 hectares aujourd'hui, Errázuriz, 1600 hectares, San Pedro ou Santa Rita, les Big Four. Je vous ai nommé leur nombre d'hectares de vignes, ça paraît énorme, mais il faut savoir qu'ils achètent des proportions au moins égales, si ce n'est supérieures à ce que je viens de nommer, puisque le Chili, de toute façon, est dominé par le négoce. Petits comme grands acteurs sont dominés par le négoce. C'est important aussi pour la compréhension de notre problématique aujourd'hui. Au milieu du XXe siècle, qu'est-ce qui se passe, hein, cet élan qui était donné est freiné. Crise économique, guerre mondiale, et puis surtout en 73, coup d'État. Le général Augusto Pinochet prend le pouvoir au président Salvador Allende. Et le Chili va rester sous règne militaire jusqu'aux années 90.
Puis, dans les années 90, c'est là où on va ouvrir les soupapes de la viticulture chilienne moderne. Donc, il y a un espoir qui est retrouvé, il y a l'ouverture des marchés, il y a une monnaie qui est faible qui incite aussi aux investissements étrangers. Et en fait, la production de vin chilien, comme les exportations, vont exploser. Donc pour vous donner quelques chiffres, entre 1995 et 2002, les exportations sont passées de 43 millions de litres à 335 millions de litres. Et quand on exportait avant beaucoup dans les pays d'Amérique latine, bah là ça s'ouvre au monde, avec l'Asie, avec l'Amérique du Nord, avec d'autres zones. Et effectivement, la viticulture moderne chilienne, plutôt industrielle, de grand volume, en tout cas telle qu'on la connaît aujourd'hui, avec des cépages internationaux, va être entamée à ce moment-là. Elle va naître notamment avec des figures de proue comme Miguel Torres, qui va aussi importer au Chili des modes de production modernes, tels qu'on les connaît et qui sont très dominants aujourd'hui dans cette viticulture de grand volume chilienne, donc cuvinox, contrôle des fermentations, contrôle des températures de fermentation, irrigation très organisée, en opposé à ce que va faire la viticulture patrimoniale qu'on va observer aujourd'hui. Donc le Chili aujourd'hui, c'est 210 000 hectares de vignes qui servent à la production de 13,4 millions d'hectolitres. C'est le 6e producteur au monde. C'est le 4e exportateur au monde avec 8,7 millions d'hectolitres. Et en fait, à partir de cette réouverture post-dictature, donc des années 90, bah, tout ce qui s'était passé avant, on le glisse un peu sous le tapis en faveur de ça, en faveur d'une viticulture moderne, drivée par les cuvinox, drivée par les cépages internationaux. Et d'ailleurs, dans les écoles de sommellerie, moi on me l'a dit beaucoup sur place, hein, dans les écoles de sommellerie, ils vont être moulés sur ce modèle-là de la viticulture moderne chilienne. On ne parle pas trop de la partie patrimoniale. Dans les restaurants, les grands domaines dominent nettement. Ils ont des partenariats aussi, hein. Les cavistes sont très peu nombreux au Chili. Ça m'avait vraiment surpris. Il y a très peu de cavistes. Les Chiliens boivent 200 litres de vin par an par habitant. 20 litres de vin par an par habitant, même si ça tend à augmenter. Ils achètent en grande partie au supermarché. 95% d'entre eux achètent des vins à moins de 5 $. Et ils sont assez sensibles à la pub, à la télé. Messieurs, on va commencer par le premier vin, s'il vous plaît. Donc, comment elle émerge ? Il y a à peu près une quinzaine d'années, il va y avoir plusieurs détonateurs à cette viticulture artisanale retrouvée, avec plein de petits fermiers. Il va y avoir des figures de proue, certaines personnalités qui vont faire que ça va entraîner un certain mouvement. Alors là, je vous laisse regarder, c'est pas un secret, c'est le vin un peu guest star qu'on a eu après. C'est le vin de l'un de ces détonateurs, Louis-Antoine Luit, qui a été un détonateur important pour cette viticulture patrimoniale qui prône justement un retour à l'histoire, une viticulture sèche, c'est-à-dire non irriguée, des vinifications en levure indigène, et puis tout ce qui avait été finalement antérieur à cette croissance industrielle post-dictature. Donc il y a un mouvement qui est vraiment en pleine ébullition. Alors là, on va goûter son vin. C'est ce qu'on appelle un pipeno, parce que c'est en pipas, donc c'est élevé en pipas. Je vais vous montrer la fiche technique dans un instant. Là, on est sur un terroir des vignes de 250 ans dans la vallée du Maule, qui est la plus grande vallée productrice du Chili. Mais je veux vous raconter en même temps que vous le goûtez. Donc ça, c'est un primeur, hein, c'est un 2022. C'est un 2022, vous avez la fiche technique là. Il y a une erreur sur la fiche technique dans le sens où il n'est pas filtré. Pas filtré, levure indigène, très très peu de soufre, en dessous des limites qui le feraient qu'on le considère comme un vin non nature. Et donc il s'agit du vin de Louis-Antoine Luit, détonateur important du Chili. Il arrive là-bas dans les années 90 pour travailler dans la restauration. Et puis il va se passionner pour le vin. Et puis un jour il fait un voyage avec son école de sommellerie. Et puis il voit une vigne un peu abandonnée, sauvage, et puis il demande qu'est-ce que c'est ça ? On lui dit c'est du país, c'est pour compléter le Cabernet Sauvignon. Et puis il se rend compte que c'était une très vieille vigne. Alors autant dans les pays du Nouveau Monde, Chili en particulier, ils voient ça comme des choses un peu abandonnées, qu'il faut enlever, ils ont la flemme de les enlever. Autant nous, Européens, une vieille vigne, on voit ça comme un trésor. Et c'est à nouveau en train d'être reconsidéré
comme un trésor, finalement un trésor oublié, un trésor qui a pu être préservé parce qu'il a été oublié justement avec ces crises. Pourquoi les vignes sont si vieilles? Parce qu'elles n'ont pas subi cette pression économique dans certaines zones, qui était le cas plus dans le cœur, plus en haut, dans les vallées centrales du Chili, et qui finalement prenaient une viticulture industrielle où là, boum, ils les ont rasées. Là, ça a été préservé parce que ça a été si longtemps, parce que ça avait été oublié, 250 ans, vous vous imaginez. Donc, il arrive, il se dit, bon, bah, c'est curieux, il retourne en France, il fait une formation d'énologie. Ensuite, il va travailler dans le Beaujolais chez Marcel Lapierre. C'est l'élève de Marcel Lapierre. Donc, il va importer aussi après avec lui au Chili des méthodes de semi-carbonique, de fermentation typiques du Beaujolais qui vont booster un peu le style du pays dont les tanins pouvaient être un petit peu astringents à la base. Et puis, il retourne au Chili au milieu des années 2000. Il va faire du pays à partir de 2007. Et puis là, il rentre, il fait goûter à Marcel Lapierre, qui est quand même une star de vigneron dans le Beaujolais. Il fait goûter à Claude et Lydia Bourguignon. Et puis il trouve ça super. Et puis il va le présenter dans des salons de vin nature, à la Dive Bouteille, au vin de mes amis. Là, tout le monde s'excite sur le pays et sur son vin. D'ailleurs, c'est le seul vin étranger. Et puis là-dessus, il va avoir une sorte de focus médiatique parce qu'il y a un critique anglais qui va dire « Oh mon Dieu, ce vin chilien me retourne, c'est opposé à tout ce que j'ai pu goûter au Chili, etc. » Et puis ça va lui faire une sorte de mise en lumière médiatique. Et quand il retourne au Chili, les gens qui se moquaient un peu de lui, les Chiliens sur place en lui disant « Arrête d'exploiter ces vieilles vignes qui sont vendues 5 cents le kilo, le pays ». Lui, ils se sont rendus compte que il n'était pas si drôle que ça parce que de 5 cents le kilo, que parfois il arrivait, même on lui donnait, juste pour l'exploitation, le raisin, il arrivait à les valoriser 130 $ la caisse. Donc tout de suite, il est pris au sérieux. Et des petits mouvements comme ça, des petits feux de paille comme ça, il va y en avoir partout un peu dans le Chili, surtout en fait quand on arrive à partir du Maolé. Il va y en avoir pas mal. Donc ces micro-acteurs sont de plus en plus nombreux. Ils se regroupent souvent sous forme d'associations. J'ai rencontré tout un tas d'associations. Bon, celle qui est peut-être la plus connue de petits, c'est la MOVI, Movement of Independent Vintners. Et en fait, ils vont s'imposer des cahiers des charges plus restrictifs, ils vont s'imposer une viticulture sèche, ils vont s'imposer de travailler en levure indigène, etc., etc. Donc je dis pas que ce qui est petit est mignon et les grands sont des méchants, c'est pas le problème. Mais en tout cas, cette viticulture artisanale, c'est elle qui est en pleine ébullition aujourd'hui. Et donc, quand je dis viticulture, c'est plus vinification. Parce que le négoce est très dominant pour les acteurs, les petits acteurs aussi. C'est assez compliqué d'acheter des vignes au Chili. Et puis on va continuer doucement, comme ça on les aère un peu dans les verres. Donc là on va suivre un 1, 2, 3, 4, je vous rappellerai ce qu'on goûte à chaque fois. Et donc ils achètent leurs raisins. Et quand les grands achètent leurs raisins entre 80 et 120 pesos, ce qui est extrêmement bas, ça fait des prix entre 8 cents et 15 cents. Les petits, en fait, pour orienter la viticulture d'une certaine façon et préserver ce patrimoine, vont acheter les raisins entre 350 et 550 pesos, donc entre 40 cents et 64 cents. Donc, bien payé, ça va leur permettre aussi de conserver ce patrimoine, d'orienter vers un certain type de viticulture. Merci Armel. Donc, on va goûter le premier, je vous remets la fiche technique ensemble. Donc Pipeno, c'est des vignes de 250 ans quand même. Donc on est vraiment sur le fruit. Moi j'ai eu un coup de cœur énorme pour le pays là-bas parce que je trouve que selon comment il est vinifié, ça peut être ultra intéressant. Ça me rappelle un peu le gamay dans l'expression. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard, on est sur des sols de granit aussi. C'est très épicé. Je trouve qu'on va avoir parfois des senteurs un peu réglisse, poivre. J'ai eu beaucoup pétrichor aussi, ce qui sont ces arômes un peu de forêt après Londres, après la pluie, des notes très épicées. Et une belle présence en bouche, des tanins fins, des grains un peu comme le lin, une belle fraîcheur. Enfin, voilà, ça c'est très bon, c'est un peu la surprise, parce que on m'a tellement parlé de lui, Louis-Antoine Lhuit, que finalement, il n'était pas au Chili quand moi j'y étais, que je l'ai appelé et je lui ai dit dis donc on pourrait pas rajouter ton vin parce que comme tu as été un des détonateurs justement de ce mouvement, ce serait intéressant qu'on le montre. Et il m'a dit allez, ok, bingo, mais ça c'était il y a une semaine, donc pour ça que c'est un peu la petite surprise.
Donc le Maolé, plus grande vallée du Chili, hein, ça produit 40% du total des vins. On a 3 sous-vallées, 14 sous-zones viticoles, il y a 300 ans d'histoire de viticulture. C'est l'un des berceaux du pays. Et puis dans le Maolé, on a vraiment un mélange entre des très gros acteurs et des tout petits, donc c'est assez virtueux. Donc pareil, hein, entre cordillère et en bleu, la zone plus côtière, plus granitique. Pour le second vin qui vous a été servi, qui est le premier sur votre petit set de table, histoire très intéressante aussi, autre détonateur aussi qui arrive à peu près au même moment. On est au Maolé, mais le domaine, lui, est basé à Colchagua, mais les vignes sont dans le Maolé. J'ai mélangé mes photos de... J'ai pris mes photos, c'est la chance, quand on était sur place, voilà. Et là, il s'agit de Vina Villalobos. Donc là, sur la photo, c'est un sculpteur contemporain très connu, chilien, qui s'appelle Enrique Villalobos. Et en fait, là, on va être, même si... Je vous dis, hein, ils achètent, ils sont négociants pour la plupart, donc eux, ils ont un peu de terre, mais on va être en réalité plutôt... le domaine est basé à Colchagua, dans la vallée de Lolol, et plus précisément dans la vallée des artistes. Donc qu'est-ce que c'est la vallée des artistes? Il y a plein de choses comme ça, assez improbables au Chili, où on arrive au milieu de nulle part, et tout d'un coup, il y a quelque chose d'extraordinaire, un palais avec des collections d'art incroyables, des choses fantastiques, et la vallée des artistes, ça en fait partie. Donc on est comme ça au milieu, c'est quelque chose qui existe depuis 2005, c'est une collaboration entre le Musée des Beaux-Arts et cet artiste-là, en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont acheté 400 hectares, et ils les ont donnés, en fait, en échange d'œuvres d'art à des artistes chiliens, dans le but qu'ils créent un peu leur atelier là-bas. Donc quand on arrive dans le lieu, il y a des œuvres d'art, etc. C'est assez fascinant, et puis c'est assez grand. Et donc lui, ça a été un des initiateurs de cette vallée des artistes. Et puis un jour, donc il a des enfants, et il a un de ses fils qui a un copain, il s'agit de Mathieu Rousseau, qui est un viticulteur connu. Et puis, ils se promènent sur la propriété et ils vont découvrir 5 hectares de Carignan qui date de 1945. C'est une vigne sauvage qui se structure à travers les arbres, complètement sauvage. Et donc, ils se disent, bah, c'est incroyable ça, etc. On va faire du vin avec. Donc, ils font un Carignan. Et puis, bah, sans finalité commerciale finalement. Et puis ils vont l'envoyer au critique chilien Patricio Tapio, qui va lui donner directement le prix du meilleur Carignan du Chili. Et donc ils vont se dire, bon bah c'est incroyable, et puis ils vont commencer, Martin, le fils de cet artiste, va commencer à chercher des vignes aussi exceptionnelles ailleurs, donc ils font encore leur Carignan, et là on va goûter leur País, donc on est à Maolé encore, donc plus au sud que là où ils sont basés. On est sur 86,1% de País, des vignes qui ont 100 ans, qui sont non greffées, qui sont non irriguées, qui est complété d'un tout petit peu de Carignan, 4%, et de Carmener, 10%. Et donc voilà, la vigne non irriguée, plus de 100 ans, c'est fait d'une façon très nature, avec des levures indigènes aussi, des malolactiques spontanés, pas de collage, pas de filtration et un minimum de soufre. Donc là aussi, on a l'expression poivre noir, le grain un peu poudré, un côté un peu coquille d'huître. On a des grands. Le País est un cépage qui est assez éponge, et je trouve qu'on a des grandes minéralités sur les deux types de sols. Il y a des notes un petit peu fumées aussi. Merci. Le côté cendré, fumé. Je trouve que le País peut faire des vins qui sont assez charismatiques. Donc c'est lui, bien sûr, qui fait les dessins des étiquettes.
Voilà, là c'est une photo à droite de sa vigne sauvage. Donc c'est comme un jardin, hein. C'est incroyable de faire du vin à partir de ça. Il y a d'autres cas de figure similaires au Chili. Notamment Bouchon aussi, dont on a l'importateur aujourd'hui, Gaëtan. Je te ferai intervenir sur le vin Bouchon tout à l'heure. Mais Bouchon, il a un país aussi qui est délicieux aussi. Tu veux nous en dire un mot? C'est une vigne sauvage aussi? Oui, bonjour. Effectivement, c'est le pays dans la région de Maule, plus à l'ouest, donc vraiment sur la costale, à Mangré. Et là, c'est sur les bosquets qui entourent les vignes centenaires. Donc il y a des vignes centenaires assez petits en gobelet. Et on dit que c'était des sarments qui ont pris pied et qui sont ensuite montés dans les arbres tout autour. Il y a tout le bosquet qui fait peut-être 100-150 mètres autour du vignoble qui est complètement couvert de vignes sauvages. Mais les vignes sauvages, on en voit beaucoup à Maule, en Itata, par abandon. Parce que pas les moyens d'entretenir les vignes et pas le marché derrière pour absorber la production. Mais ça donne des vins qui reflètent vraiment le terroir et qui prend tous les arômes de toutes les fleurs et les épices qu'on va trouver dans la région. C'est incroyable. Merci. Oui, effectivement, véritable éponge à terroir, et cette configuration, effectivement, hein, on ne va pas être sur des grands rendements, hein, avec des vignes entre 100 et 300 ans qui poussent de façon sauvage, mais ce n'est pas le but, c'est certain. On continue, messieurs? Oui. Alors, bien sûr qu'on va vous parler de ça aussi. Alors peut-être que Patricio, qui est l'expert en éco-responsabilité du Chili, qui va habiter en France pour 1 an maintenant, peut nous dire un mot justement sur cette actualité? Bonjour. Oui, ça marche. Oui, pas beaucoup. Merci beaucoup pour la question. Mais maintenant, la situation, c'est difficile parce qu'il reste encore des contaminations, mais aussi presque 500 hectares de vignes qui sont déjà brûlés complètement. Mais à côté de ça, c'est le problème de la contamination de fumée, que ça commence un peu. Nous sommes juste à la vendage, ça va commencer en quelques semaines, c'est important. Mais c'est surtout un problème social, économique pour les gens qui habitent là-bas, à Ñuble, l'Itata. Et ça, c'est des problèmes très problématiques de la convivence aussi dans différents secteurs productifs de la vigne, mais aussi de production de bois. Ça, c'est un problème. Et maintenant, c'est très compliqué. Il reste encore. Et je pense qu'on va voir comment ça passe. Mais 500 hectares sont déjà brûlés complètement. Voilà, sans compter les goûts un peu de fumée que ça peut faire, même si, notamment avec des systèmes de cônes qui servent à la désalcoolisation, on peut séparer ces odeurs de fumée dans la théorie en tout cas. Donc effectivement, c'est un drame qui a touché le Chili récemment. On va maintenant aller à Itata, donc plus au sud, c'est la plus grande concentration de païs du Chili, c'est le berceau un peu, avec Baio Baio, puisque c'est là que, au XVIe siècle, il est planté, plutôt du côté des côtes, par les colons. Donc là, il y a beaucoup de petits acteurs. C'est drôle parce que leur configuration, ils ont souvent avant travaillé pour des gros acteurs. C'est souvent le cas. Enfin, ceux que j'ai rencontrés, il y en avait au moins les 3/4 qui avaient travaillé avant pour des grandes marques. Et là, on va goûter. Donc il y a pareil plein d'associations, hein, notamment Vitseca qui a 14 membres pour la préservation du vignoble, du vignoble qui est assez étendu. Voilà, ça c'est un autre plan. C'est un autre plan d'Itata. Non, ça c'est Colchagua. Attendez. Ah bon, bah il y a un vin qui... C'est bizarre, attendez, est-ce que je remonte?
J'ai un vin qui n'est pas là, c'est très bizarre parce que je l'avais mis dans mon slide. Il y a un problème, monsieur? Il manque un slide, non? Bon, bah alors notre vin numéro 3, c'est De Martino, País et San Francisco. Las Olvidadas. Et donc là, c'est un assemblage, c'est 2500 pieds de vigne qui ont plus de 100 ans, puisque le vignoble est ultérieur à 1905, qui sont complantés. Et alors je vous ai dit País, 80%, et San Francisco. Alors le San Francisco, qu'est-ce que c'est? C'est un cépage aussi qui est implanté avec les colons au XVIe siècle. Il y en aurait une vingtaine à peu près comme ça. Et ils commencent à être redécouverts parce qu'ils sont complantés dans les vignes de País aussi. Donc le San Francisco, on l'appelle aussi le Molar, il sert notamment à la production de pisco. Et donc De Martino, c'est un Italien qui arrive au Chili dans les années 30 à la recherche de terroirs qui vont être très spécifiques. Et il a aujourd'hui 300 hectares éclatés en 8 vignobles. Donc ça, c'est au numéro 2. Je ne sais pas pourquoi mon slide n'est pas là, mais... Donc on est dans cette vallée d'Itata. Et là, en fait... On va être sur la zone de... Je ne le trouve pas. C'est plutôt vers le nord de la vallée qu'est fait ce vin. Donc voilà, il y a pas mal de petites associations, il y a pas mal de mouvements aussi. Oui ? Oui, tout à fait, 2019. Ah oui, vous l'avez dans le carnet, bah voilà. Tant mieux. C'est pas un cépage qui produit beaucoup d'alcool. On va être entre 12,5 et 13,5. D'accord, merci. Je vous en prie. Colchagua. Alors là, on remonte. Vous voulez revoir la carte du début ou pas? Ou vous suivez? Non, ça va? Donc là, on remonte. Hein. On remonte. Là, on va être sur un vin qui est fait à Pumanque et puis aussi dans l'entrecordillère. Donc, Colchagua, dans la vallée centrale, dans la vallée du Rappel. Bon, ça s'implante il y a plusieurs années. C'est surtout une viticulture plutôt gros volume et qualitative qui a implanté à Colchagua. Pareil, il y a des petites associations comme Colchagua Singular. Et là, nous allons déguster un vin qui est un assemblage de Carmener et de País. Et donc c'est une Française qui le fait, Laurence Réal. Elle est diplômée d'agro et d'œnologie de Montpellier. Elle arrive au Chili pour travailler dans des grandes boîtes comme Santa Rita où elle reste quelques années. Puis elle rejoint, elle va être responsable du projet Las Ninas dès 98. Elle va rester près de 17 ans et elle va créer son domaine. Enfin son négoce, parce qu'encore une fois, elle va acheter de façon selon les opportunités. Donc la gamme de vins, donc elle a des très jolies étiquettes, ça change chaque année, elle prend un illustrateur différent. Et elle va... Donc là, c'est un bouchon, c'est une capsule, hein, celui-ci.
Et donc en fait, l'entremetteuse, le nom du domaine, c'est 18 000 bouteilles de plein de petits lots. Donc ça peut changer en fonction de ses opportunités d'achat de raisin aussi. Et là, l'épine de la rose, c'est 2000 bouteilles. On est à Apalta, qui est une zone réputée comme la zone la plus qualitative de cette région, et à Pumante. Ah voilà, c'est là Apalta, au niveau du 16. Et Pumante au niveau du 38. Donc là, c'est une capsule. On est sur des sols granitiques et d'argile. On est sur un assemblage 50-50. Et elle va aller chercher un peu de CO2 résiduel pour ce vin. On sent que il est enrichi par la Carmenère. Ça permet justement de mesurer les caractéristiques du pays. Maintenant qu'on l'a en assemblage avec un cépage qui est plutôt riche, chocolaté, avec des notes un peu parfois végétales, ça permet de voir un peu ce que ça donne. On a encore le côté très baie rouge, poivré, fumé du pays. Et les pays, ils sont plus structurés que ceux du sud. C'est pour ça que j'ai commencé par les vallées Maole et Itata pour les pays qui étaient dans leur version plus pure. Est-ce que vous voulez nous en dire un petit mot? Vous êtes responsable de la distribution, c'est ça? Bonjour, pas tout à fait, mais je la connais bien. Je travaille avec elle pour essayer de faire valoir ses vins en France. Voilà, comme vous avez bien dit, voilà, Laurence, ça fait un moment qu'elle est au Chili déjà, donc elle a une large expérience aussi dans des domaines qui sont plus techniques, on va dire, et de plus gros volume. Et ça fait 8 ans, il me semble, qu'elle a commencé ce projet plus personnel et qui est très intéressant parce que voilà, toutes les années, en fonction des millésimes, de comment était le climat, elle va choisir les meilleurs raisins et elle s'amuse comme ça à faire des nouvelles cuvées qui sont très ludiques, avec les étiquettes toujours très graphiques, etc. Et qui plaisent beaucoup. L'année dernière, j'avais eu la chance on avait fait une conférence sur la Carmenère ici et on avait fait goûter son Carmenère qui avait particulièrement plu. En ce qui concerne le pays, on est sur des vignes qui datent du 19e siècle, donc pareil, ancienne. Voilà, il y a quelques photos de sa gamme. Et maintenant, on va retourner dans le Maolé pour goûter le dernier vin, qui est un Carignan. Alors là, l'histoire du Carignan est différente, même si c'est un cépage qui aujourd'hui est préservé aussi, notamment dans le Maolé, et notamment par le biais d'une association qui s'appelle Vigno. Il reste 730 hectares de Carignan dans le Maolé. Et donc, ils veulent préserver. C'est des vignes qui vont être implantées pour des raisons différentes, qui vont être implantées suite à l'immense séisme de 1939 qui avait une magnitude de 8,3, donc similaire à celui de 2010. On dit au Chili qu'il y a des tremblements de terre à peu près tous les 20 ans. Les gros tremblements de terre, c'est 1906, 1939, 1960, celui-ci particulièrement fort, 85, 2010. Donc en fait, pour un petit peu compenser la détérioration après ce grand séisme et aider les vignerons qui peinaient à l'époque à vendre leur pays, même si aujourd'hui ce cépage redevient à la mode et il y a un vrai engouement pour lui. Il est implanté là-bas et puis il va être conservé aussi. Là, nous sommes sur les vignes de Bouchon, avec qui je suis en photo sur le slide. Et donc, un petit mot sur l'association Vigno. Elle est préservée justement pour préserver ces vieux Carignans. Et c'est une association, je vous le disais tout à l'heure, ces petites associations de petits producteurs, même si Bouchon, c'est pas si petit que ça, mais quand même, par rapport aux très très gros acteurs, ils vont s'imposer
pour aussi survivre par rapport aux gros acteurs, ils vont se rassembler entre eux et ils vont s'imposer un cahier des charges qui est plus restrictif, parce que finalement, il y a beaucoup de liberté au Chili. Et c'est ce que Laurence Réal m'a dit, la vigneronne d'avant, elle m'a dit trop de liberté tue la liberté. Et c'est vrai que le fait de ne pas s'imposer un cadre, ça fait que ça peut partir aussi dans tous les sens. Donc là, vieille vigne, pas d'irrigation, donc dry farming, minimum 85% de Carignan, venant du Maolé, plutôt sur la partie costale du Maolé. Et minimum 2 ans de vieillissement avant la mise en marché. Donc voilà, ces vignes sont considérées comme des trésors. Là, on a ce dernier vin, et Gaëtan, c'est toi qui importe Bouchon, donc si tu peux nous en dire aussi un petit mot. Oui, alors... Donc Vigno, c'est donc le Carignan. Donc là, pour le coup, c'est 100% Carignan. C'est des vignes 70, âge moyenne 70 ans. Là encore, sur la partie ouest de Maolé, donc vraiment sur des sols très granitiques, décomposés. Ce qui est intéressant avec Bouchon, c'est rechercher ces styles qui sont assez épurés, assez fins, cherchant de l'élégance, pas cherchant d'avoir des vins qui sont trop boisés. Et dans ce cas-là, on l'a avec cet élevage en cuve et aussi en foudre. Donc beaucoup de grands formats chez Bouchon, ce qui est peut-être ce qu'on va voir de plus en plus au Chili et un peu partout dans le monde, où on va utiliser moins de bois neuf, moins de petits formats pour laisser exprimer ce fruit qui est absolument magique, et surtout quand on a des vieilles vignes comme ça. Merci. Et maintenant, donc, un petit mot, je vais passer la parole à Patricio Parra, peut-être, qui nous explique les mesures éco-responsables qui sont prises, parce qu'il y a encore une fois une grande vague au Chili pour la préservation de ce patrimoine, entre autres de vignes, mais pas seulement, du patrimoine naturel. Patricio, si vous voulez bien, voulez-vous mettre là, peut-être? Oui, je sais pas. On vous voit. Merci beaucoup, Gabriel. Je suis très content d'être ici et bonjour à tous. Je m'appelle Patricio Parra, je suis directeur de recherche en développement et innovation de l'Association des vins de Chili. Et je voudrais remercier pour l'excellente masterclass. Et pour nous, c'est très important la conservation de notre patrimoine viticole, la diversité et la protection de l'environnement. On travaille en Chili dans 4 piliers stratégiques. Le premier, c'est l'innovation et la qualité et diversité, aussi et la production durable et l'image du pays. Et l'initiative principale est notre code de production durable, qui comporte des différentes exigences environnementales, sociales et économiques tout au long de la chaîne de production. Concrètement, dans les vignobles, nous recherchons une bonne utilisation de toutes les ressources naturelles, spécialement de l'eau, qu'en ce moment, il n'y a pas beaucoup au Chili. Et on a un gros problème de l'eau pour la saison d'irrigation. Et aussi l'utilisation des sols correctement responsables. On a commencé cette année, à cause des changements climatiques, et un nouveau projet d'agriculture régénérative pour savoir le rôle des sols pour attraper le CO2. Et aussi, on travaille à la protection de l'environnement, et aussi à côté social, et toute la responsabilité sociale avec les travailleurs de la vigne et la biodiversité, entre autres. Qu'est-ce que c'est étonnant pour moi et pour les Chiliens? Et je ne sais pas si vous aviez vu que 80% de toutes les exportations de vins chiliens en bouteille proviennent de 84 entreprises certifiées dans notre code de production durable. Nous avons un système indépendant avec 3 sociétés internationales de certification. Donc c'est assez robuste et c'est sérieux. On travaille avec NSF des États-Unis, et SGS de Suisse et Ecocer d'ici en France.
Et dans notre brochure, vous trouverez plus d'informations avec notre cohorte. Et si vous avez des questions, vous avez plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter directement par mail. Je pense que c'est là, vinosdechile.cl. Vous pouvez me contacter en anglais, espagnol, français, comme vous voulez. Mais finalement, je tiens à remercier à ProChile France pour organiser cette belle activité, à Gabriel, bien sûr. Et je vais dire quelques mots en anglais pour remercier aussi tous les supports qu'on a reçus du secteur des vins. I would like to thank especially people from California and Australia. Je voudrais remercier surtout les personnes qui viennent de Californie et des États-Unis parce qu'ils nous ont soutenus. Nous allons organiser un atelier sur comment restaurer les vignobles après des feux de forêt. Également la contamination de la fumée. Donc je voudrais également remercier l'Institut d'Australie, l'Institut du vin et l'Université d'Australie. Je voudrais tous vous remercier et vous souhaiter une bonne journée. Merci à tous, merci Patricio, et puis bienvenue en France. Hein. Oui, Anita, peut-être, vous voulez dire un petit mot? Donc, directrice de Wines of Chile, basée à Londres. Merci. Merci. Very quickly. Très rapidement, je suis Anita Jackson de Wines of Chile au Royaume-Uni. Nous avons des bureaux internationaux dans différents pays. Ici, si vous voulez nous trouver, ou en savoir plus sur le Chili, nous sommes situés au stand D135 dans ce hall. Nous serons également à Provine. Si vous allez à Provine, nous serons là. Et je voudrais vous remercier. Vous avez tous nos détails, toutes nos coordonnées dans le catalogue. Donc, je serai ravie de vous recevoir. Merci, Gabriel. Est-ce que vous avez des questions sur certains points qu'on a abordés? Certains m'en ont posé pendant. Est-ce que vous avez des interrogations? Qu'est-ce que vous avez préféré comme vin? Si on fait un petit... qui a préféré le vin numéro 1? Le vin surprise? Ok. Le vin numéro 2? Ok. Le 3? Ok. Le 4? Ok, le 4. Hein. Et le 5? D'accord, ça se joue entre le 4 et le 5. Bon, bah écoutez, tant mieux pour eux. Ils vont être ravis. Qu'est-ce que vous avez pensé du País? Est-ce que quelqu'un veut dire... Est-ce que c'est un cépage qui ne connaissait pas le País? Ah oui, vous connaissiez tous le País. Vous étiez déjà dans les petits papiers. Ok, bah j'espère que ça vous a plu, cette petite série. N'hésitez pas à venir me voir si vous avez des questions. Je suis à votre disposition. Je vous souhaite une bonne fin de salon. Merci à tous d'être venus et merci pour votre attention. Et voilà, à très bientôt. Merci. Merci.